Le sujet donc du collectif de freelance, à quel moment il est apparu dans ta tête ? Ouais, il est apparu. Alors, le sujet du freelance, ça a été un peu en 2 temps. Il est apparu très vite. J'avais fait un peu de freelance après un passage à l'école 42, où j'avais appris des rudiments de code informatique. Et pour arrondir les fins de mois, parce que j'étais un peu fauché, je faisais des petites missions sur la plateforme Crème de la Crème, qui à l'époque était réservée exclusivement aux étudiants. Ouais. Et le truc me paraissait vachement fun. L'idée de pouvoir bosser pour plein de clients différents, d'apprendre auprès des clients, je trouvais ça hyper intéressant. Et j'ai retrouvé un peu ce truc-là chez McKinsey, donc plutôt en mode consultant qu'en mode salarié, qu'en mode freelance. Mais c'était assez naturellement le truc que je voyais bien se développer et se pérenniser dans les prochaines années. Et donc je me suis dit, je vais creuser ce monde-là, quoi, cet univers des freelances. Et le constat un peu nouveau que j'ai fait en investiguant, c'est cette aspiration grandissante des indépendants à travailler un peu autrement, à collaborer, à travailler en ruche, en réseau, pour mettre en commun leur réseau, leurs compétences, leurs méthodes de travail, en formant des collectifs, mais aussi des squads, des guildes, des communautés, des réseaux d'experts. Aux États-Unis, assez vite, j'ai vu des Flash Teams, des Liquid Teams, des Virtual Teams, des Elastic Teams, quasiment autant de terminologie que de réalité sous-jacente, mais néanmoins un vrai dénominateur commun qui est cette aspiration à travailler en équipe. Et très vite, j'ai été fasciné par le potentiel de ces petites équipes de freelance qui peuvent à la fois amener de la liberté, mais de la force de frappe et de la sécurité pour les talents, et qui amènent aussi aux entreprises un peu une troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité. Et donc là, ça a été une évidence qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Et après, c'est vraiment chemin faisant, qu'on a trouvé une vraie opportunité de marché et qu'on a commencé à créer Collective. Ok, donc un intérêt pour le freelancing et le fait que tu croyais, et tu y crois toujours du coup j'imagine, que le freelancing, tout ça, c'est quelque chose qui va tendre à se développer au fur et à mesure des années. Complètement. Et après, donc toi, tu t'es dit, ok, dans ce milieu-là, quelle est l'opportunité sous-jacente ? Et c'est finalement le fait que ces freelances sont seuls, vont avoir potentiellement le besoin ou ne serait-ce que l'envie de travailler en commun. Et vas-y, on se lance là-dedans, quoi. Exactement. Moi, alors tu vois, toute la terminologie que tu viens de dire, les liquid teams, blablabla. Ouais, complètement. Pour l'anecdote, ce matin, j'ai envoyé une newsletter qui parle d'un sujet qui est le language market fit. Et je l'ai vu, figure-toi. Super. Et en fait, ça me fait me dire que c'est parfait comme sujet parce que tu as plein de termes qui peuvent dire la même chose. Ouais, complètement. Comment ça se fait que vous avez choisi le terme de collectif ? Peut-être qu'il n'y a même pas d'explication, tu as trouvé que c'était le truc le plus logique. Mais tu vois, tu aurais pu choisir finalement 50 termes. Ouais, c'est vrai. Tu as choisi celui-là. Celui-là, il avait le mérite de s'internationaliser. On reparlera peut-être un peu d'international après si ça te dit. Et puis il avait un côté assez inclusif. Il plaisait pas mal aux clients et pas mal aux freelances. Quand tu parles de squad, tu es très tranchant pour le client. Tu es peut-être un peu moins séduisant pour le freelance. Quand tu parles de band ou de guild, tu es plutôt séduisant pour le freelance, tu l'es peut-être un peu moins pour le client. Et donc c'est un peu cette réflexion qui nous a amené au terme collectif. Et alors ce que j'ai pas raconté, c'est que la création de collective, elle s'est faite je dirais en 3 temps. Il y a eu un peu le choix des partenaires du projet. Donc il y a évidemment mon associé Vianney, puis Paul qui nous a rejoints. Mais il y a aussi surtout eFounders, qui est notre tout premier actionnaire, qui avait aussi des convictions très fortes sur le futur du travail et la manière dont le freelancing allait évoluer dans les prochaines années, et qui a été notre partenaire de brainstorm dès le jour 1 en fait. Et donc dès qu'on a sécurisé un peu l'équipe projet avec eFounders et mes associés, on est passé à la phase 2, phase de test dans tous les sens. Et je pourrais en parler des heures, mais on a prêché le collectif pour essayer d'attirer le client. On a fait l'œuf et la poule, le fake it until you make it dans tous les sens. On a créé un outil qui est en no-code qui était complètement cassé. On a fait des trucs assez drôles jusqu'à avoir une petite machine qui roulait. Et là, je pense que c'est le moment où on touche un peu le PMF, c'est le moment où tu connais plus tes clients, tu connais plus tes collectifs. Les freelances commencent à créer plusieurs collectifs, ils invitent d'autres freelances, ils commencent à importer leurs clients dans la plateforme, et là, tu perds complètement le contrôle. Et c'est le moment où tu n'arrives plus vraiment à gérer ta croissance. Là, on part en levée de fonds et on enclenche la phase 3, dans laquelle on est encore aujourd'hui, qui consiste à vraiment accélérer. Oui, structuration, scaling. Monter l'équipe, scaling, monter différentes équipes, etc. quoi. Très cool.
eFounders, vous allez les voir avec l'idée, ils viennent vous voir avec... Comment ça se passe? On va les voir avec une première idée, enfin même pas une idée, une thèse que le freelancing va se développer, que c'est la guerre des talents, qu'il y a de plus en plus de savoir-faire très spécifiques qu'il faut activer non plus sous forme de CDI et de ressources full-time, mais plutôt un peu à la carte, etc. On a un peu cette idée qu'il faut aider les entreprises à fédérer leurs talents externes. Donc on voit plutôt le collectif côté client, si tu veux, permettre à des entreprises de bien gérer un pool de talents. Et eFounders, à très juste titre, nous dit d'ailleurs, c'est bien, mais là, la catégorie dont vous me parlez, il faut la structurer, il faut la professionnaliser. Nous, on verrait bien un outil SaaS plutôt commencer par un outil SaaS plutôt côté freelance pour les aider à travailler intelligemment en équipe, quitte à ensuite ouvrir le pan du client. Avec des hypothèses un peu différentes, c'était que l'angle qu'il fallait prioriser était plutôt l'angle de la sécurité, du portage salarial pour des équipes de freelance. Et en fait, on a un peu tapé entre les deux. Ouais. Vous êtes pile poil entre les on deux. a fait l'infra qui permet à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de former ou de rejoindre un ou plusieurs collectifs, de l'organiser un peu comme une micro-agence et de trouver à travers nous, notamment des clients qui s'adressent à nous pour trouver des collectifs. Ce qui finalement, enfin je veux dire, c'est ce qu'on pouvait finalement un peu attendre aussi de eFounders au final, Oui. qui sont eux très product, etc. Exactement. Et donc c'est la bonne combinaison. Finalement. Exactement. Je trouve que c'est la bonne combinaison. Ok, vous, pour le coup, vous vous êtes bien trouvés. Exactement. Et puis ils ont amené au-delà de ça beaucoup de méthodologie, beaucoup de structures, du coaching, des conseils très précieux pour aborder le truc de la bonne manière. Ouais. Oui, puis j'imagine aussi du réseau et de la crédibilité. Exactement. Pour vous. Enfin voilà, évidemment. Ouais. Ok. Tu es très attaché au sujet du Future of Work. C'est un sujet sur lequel tu prends pas mal la parole et c'est typiquement un sujet qu'adresse Collective. Tes prédictions sur du coup le Future of Work, tu vois, pour toi c'est quoi l'avenir? Ouais, je pense que j'ai plein de thèses, de visions comme ça qui peuvent se cumuler les unes les autres. Bon, évidemment, pour moi, le Future of Work, il se cristallise avec les collectifs de freelance. Donc des gens... Mais non. Ce serait étonnant. Non, pour moi, tout le monde est en CDI. Non, et je vois effectivement la notion de collectif prendre de plus en plus de place. Je l'espère aussi. Donc ça, pour moi, c'est un peu inévitable. C'est que les collectifs vont devenir une réalité à l'échelle. Beaucoup plus de freelance travailleront en collectif, auront un ou plusieurs collectifs, en marge parfois de leur activité de freelance, parfois même complètement à full-time. Je pense aussi que les frontières entre le CDI et le freelancing vont devenir davantage poreuses, qu'on pourra être en CDI 3 jours par semaine et puis sur des side projects à côté. On pourra potentiellement cumuler 4-5 projets en parallèle, un engagement associatif, un ou deux collectifs avec des angles de service un peu différents, une source de revenus plus stable avec un CDI à 20-30% du temps. Donc ça, je le vois bien, tu vois, sur un horizon de 5 à 10 ans. Et du coup, côté entreprise, je vois bien, et on le voit d'ailleurs chez les startups qui sont peut-être les grosses entreprises de demain, des core teams avec des gens qui sont complètement incentivés au projet de manière peut-être plus capitalistique que salariale, autour desquels gravitent des expertises en équipe quand ça s'y prête, ou en solo quand ça s'y prête aussi. Okay. Je sais pas si tu vois un peu cette idée je vois très bien. d'une petite core team autour de laquelle gravitent plein de petits collectifs un peu fluctuants, malléables. Je vois très bien. Voilà. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, ouais. Tu vois, ne serait-ce qu'avec Enguerrand, du coup, avec qui on a monté le 2R, très vite on s'est dit, mais il y a un futur dans lequel les boîtes sont celles que tu viens de décrire, c'est-à-dire une petite core team et que des petites équipes freelance qui sont finalement aussi des petites entreprises en tant que telles, tu vois, finalement. Mais un modèle très décentralisé où en fait on vient vraiment constamment jouer avec un espèce de puzzle où tu as une pièce centrale et tu viens rajouter des pièces autour. Tu vois. J'aime bien que tu parles de puzzle parce qu'une manière de raconter le truc, nous, c'est de dire qu'on va passer du puzzle au Lego. Tu vois, le puzzle, en fait, t'as qu'une combinaison possible des pièces. Le Lego, tu peux l'assembler un peu dans tous les sens et c'est aussi ça un peu, tu vois, le collectif. Oui.
Et le puzzle, à la fin, Ouais, à la fin, en fait, il t'as est qu'une skivé, manière. et puis voilà, quoi. Alors, t'as qu'une copie finale. Bon, t'as plusieurs ordres. Oui. Tu peux commencer par les angles, Oui, ce oui. que je conseille pas. Tu peux commencer par le cœur. Mais tu vois Ok, l'idée, ok. quoi. Ok, très cool. Aujourd'hui, donc toi, t'as la boîte qui est collective, tu es aussi au contact de plein de boîtes qui travaillent avec des collectifs. Culture de boîte entre l'internalisation Ouais. et l'externalisation et le fait de travailler avec cette espèce de core team et le fait de travailler avec des gens externes. Avant d'attaquer vraiment ce sujet-là, peut-être la petite question préliminaire, c'est aujourd'hui collective, vous travaillez vous-même avec des collectifs ? Ouais, on travaille beaucoup avec nos propres collectifs Ok. sur des sujets essentiellement market-com et un petit peu sur la partie site. On a choisi d'avoir une équipe tech en interne parce qu'on développe quand même un software qui n'existait pas il y a 2 ans et on trouvait intéressant d'avoir vraiment cette équipe full-time dédiée. Et est-ce que tu penses que ça aurait été possible avec un collectif ? Je pense que ça aurait été possible. Ça aurait été probablement malin d'avoir quand même un CTO et une petite core team tech en interne, mais avec l'appui d'un collectif de 5-10 personnes pour aller vite. Ouais, complètement. Ok. Et donc culture interne versus externe dans ce que tu observes ? Donc dans notre boîte, on est encore sur du 80% interne, 20% d'externe. Chez nos clients, c'est pas mal l'inverse. Alors, non, pas forcément le 20-80 inverse, mais il y a beaucoup d'externes parce que s'ils viennent vers nous, c'est qu'a priori, ils y voient un enjeu et un intérêt. Je vais y revenir, mais ce qui est amusant, c'est que je suis aussi membre de 2 collectifs. Donc, j'ai formé 2 collectifs à côté de collectifs. Aussi pour avoir, tu vois, un peu de l'usage de mon propre produit et être le premier user de mon produit. Et en fait, je me dis qu'il y a un monde où dans quelques années, quand on aura atteint un peu un rythme de croisière et qu'on sera davantage en train de maintenir et de structurer bien la boîte, peut-être que les employés seront aussi dans des collectifs et qu'on commencera à toucher un peu cette réalité où la frontière entre CDI full-time et freelance full-time, elle est... Oui, que tu as décrit tout à l'heure. Exactement. Et du coup, ce qu'on voit, pour répondre à ta question, ce qu'on voit chez les entreprises qui travaillent avec nous, qui sont autour de 2000 aujourd'hui, c'est assez disparate en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que t'as des patterns, hein, le marketing et le growth, ils sont très mode projet. Donc je vais pas forcément je vais pas forcément externaliser à une ressource dédiée full time, mais je vais plutôt confier des projets à une équipe qui va faire et du contenu et travailler un peu le SEO, puisqu'aussi ce sera plutôt le paid, etc. Sur la tech et le produit, on a beaucoup de demandes d'externalisation de nos clients sur du renfort capacitaire, par exemple, avoir une squad en appui des équipes internes pour X jours, X mois, voire X années. Donc ça, c'est des dynamiques aussi qu'on voit bien. C'est peut-être les 2 corps de métier sur lesquels il y a le plus d'externalisation chez nos clients. Et après, à la marge, on a des demandes un peu plus exotiques, du conseil en strat, du conseil RH, on a de la com, pas mal de com aussi. Mais par exemple, conseil en strat. Ouais. Je peux comprendre que tu aies besoin d'un consultant strat qui vienne. Le collectif, comment il se construit sur du conseil en strat ? C'est intéressant parce que du coup, à côté de collectif, j'ai fédéré un petit, j'ai formé et je fédère un petit collectif d'anciens consultants, MAC, BCG, Bain, voire des consultants financiers, des consultants plus RSE, etc. Et on vient récemment de faire une petite étude stratégique, non même on peut appeler ça un petit plan strat, pour une ETI française dans le domaine du textile. Ok. L'enjeu pour cette entreprise, c'était de développer une verticale, une offre B2B. Donc c'est intéressant, hein. C'est pas uniquement vendre à des gens via des magasins ou du e-commerce, mais c'est commencer à vendre à des boîtes, des employés, etc. Donc plus du vêtement d'image. Et traditionnellement, je pense il y a 3 ans, cette entreprise aurait mandaté potentiellement un McKinsey, un Roland Berger ou un Bain. L'étude aurait coûté entre 300 et 500 000 euros. Et ça aurait été très bien. Nous, on a proposé une étude d'un rendu similaire, disons. Vous avez l'expérience. Mais 10 fois moins cher. Bah oui, logique. Parce qu'on n'a pas des murs sur les Champs-Élysées, on n'a pas de...
Bon, il n'y a pas la marque non plus. Il n'y a pas la marque non plus, exactement. Mais il n'y a pas la marque, le collectif ne porte pas la marque, mais par contre, le track record des gens qui composent le collectif représente aussi ces marques-là. Et je pense pas, tu vois, que les collectifs, les collectifs en général feront le plan strat de Carrefour à 5 ans dans les prochaines années. Là, il y a besoin d'un tampon, il y a besoin d'un cabinet qui a une assise, une histoire. Sur une plus petite étude, niveau BU ou en dessous, ça a du sens. C'est vrai que ça a vraiment du sens. Je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Ouais. Et oui, d'un point de vue coût, tu as les compétences, mais tu n'as pas les coûts associés. Oui, exactement. Et donc... Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!